Salut à tous, c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo de paléontologie humaine pour vous parler d'une étude qui est sortie dans Journal of Human Evolution et qui a été réalisée par Paleontology Group, département of Paléontologie du Musée national de Ciencias Naturales, alors par José Gutiérrez Abascal, au département de biologie de la faculté des sciences Universidad Autónoma de Madrid. Donc c'est une étude espagnole, alors physical, anthropologie unité, faculté of biology of science. Alors ça c'est encore en Madrid, donc par un ensemble de chercheurs. Donc les trois principaux chercheurs, c'est José M. López Rey, Daniel Garcia Martinez et Marcus Bastire. Alors c'est une étude qui parle de la cage thoracique de certains néandertaliens, alors des néandertaliens qui vivaient même à l'époque dans des climats pas forcément glaciaires, mais les néandertaliens, les hommes de Néandertal, ont hérité de leurs ancêtres qui sont arrivés en Europe d'adaptation à des climats froids, et ce que j'ai expliqué déjà précédemment. Alors, cette étude est très bien parce qu'elle met en avant tout ce que j'ai déjà expliqué. Cette étude date de juillet 2024, donc elle a été reçue par le Journal of Human Evolution en juillet 2024 pour être publiée, après relecture bien sûr, en décembre, le 11 décembre 2024. Donc c'est assez récent, nous sommes en 2025, mais j'ai publié ça il y a déjà en 2018. Vous allez voir que j'ai tout expliqué et même encore mieux approfondi. Mais eux ont fait des analyses de comparaison de cages thoraciques d'après les restes qu'on a trouvés de Néandertal, de ces individus, pour les comparer à des groupes humains sapiens modernes et comparer en fonction aussi des latitudes, des latitudes où se trouvent ces sapiens, pour voir si justement il n'y avait pas une adaptation au froid en fonction de la cage. Et ils se sont bien sûr aperçus que la cage des Néandertaliens, si elle était quand même différente de la cage des Européens, par exemple du Nord, ou des peuplades qui vivent dans des régions froides, comme les Asiatiques du Nord, les Inuits ou des Européens du Nord, elle se différenciait quand même sensiblement, beaucoup plus sensiblement, des sapiens, donc des humains normaux vivant plus au sud, comme les Africains subsahariens. Ce que je vous ai déjà expliqué dans l'éveil des consciences pour comprendre quelles sont les pressions sélectives qui ont généré justement ces différences de cages thoraciques et pourquoi on a des cages thoraciques comme ça. Alors je vais vous lire un article qui est paru dans un article de vulgarisation de cette étude, parce que je ne vais pas vous reprendre entièrement l'étude. D'abord, elle est en anglais, il faudrait que je la traduise. Alors, je l'ai déjà traduit, mais il faudrait que je la retraduise avec Google Traduction, comme je ne suis pas un super spécialiste de l'anglais. Donc, elle a déjà été prédigérée par Brice Louvet, qui est un spécialiste de vulgarisation scientifique sur Science Post. Je vous conseille, Science Post, c'est sympa si vous voulez vérifier un peu à droite à gauche les nouveautés et après aller les chercher. Donc eux, ils vont vérifier tout ça, ils regardent les nouveautés scientifiques. Alors lui, il se spécialise, Brice Louvet, pas mal dans la paléontologie humaine, c'est son truc, même la paléontologie normale. Et il fait un très bon débriefing des études. Alors je vais vous lire son débriefing et puis je vais approfondir pour que vous compreniez, que j'ai été précurseur, bien sûr, dans ce domaine, que ce n'est pas une étude, en fin de compte, qui découvre ça en 2024, mais c'est déjà expliqué dans mon bouquin en 2018, et bien avant encore, puisque ce sont des articles qui passaient sur mes réseaux sociaux et sur mes vidéos YouTube, qui allaient après faire un livre. Je fonctionne comme ça. Mais moi, c'est ma spécialité. Alors, l'équipe espagnole, qui a fait un très bon travail, n'est pas une équipe de biomécaniciens, c'est une équipe de paléontologues spécialisés dans la paléontologie humaine. Donc évidemment, ils ont des lacunes, voire des carences dans certains domaines pour avoir développé aussi d'autres domaines dans la recherche d'une façon
énorme et même et fondamentale. Donc je vais vous lire l'article de Brice Louvet. Alors allez sur, ne vous gênez pas, allez sur Science Post, c'est un très bon magazine de vulgarisation scientifique. Autrement, si vous êtes passionné de paléontologie, allez sur la chaîne Entracte Science de Julien Benoît. Je regarde beaucoup ces Paléo News, ça me permet d'avoir pareil, il dégrossit toutes les études scientifiques. Ce qui me permet, moi, de l'écouter, souvent quand je conduis, et après d'aller rechercher les études qu'il a citées quand le sujet m'intéresse particulièrement, comme l'évolution humaine, l'évolution des primates, des choses dans ce genre-là qui touchent directement à mon travail de biomécanicien, travaillant dans le milieu du sport, puisque c'est le sport qui me fait principalement vivre, et aussi la philosophie et la paléontologie, puisque je mets de la paléontologie dans mes livres de philosophie, ce qu'on appelle la philosophie naturelle, ce qui me permet de diffuser un savoir à tous les gens qui me lisent, et on en a vendu à peu près 40 000 exemplaires, donc 40 000 exemplaires de l'éveil des consciences, c'est celui-là, voilà, entre ceux qui m'ont été volés par mon ancien éditeur, ils ne m'ont jamais remboursé, et ceux qui sont vendus par mon nouvel éditeur qui est fort agréable et qui diffuse bien, donc une quarantaine de mille de ce très beau livre qui vous permettra de comprendre l'évolution même, et je vais vous montrer qu'il y a des passages sur Néandertal extrêmement intéressants. Donc je vais vous lire l'article de Brice Louvet qui reprend cette étude espagnole. Alors, la force explosive de Néandertal révélée par sa cage thoracique. Néandertal, notre cousin préhistorique disparu, intrigue les scientifiques depuis des décennies. Une nouvelle étude s'intéresse à sa morphologie thoracique, relevant des adaptations uniques qui pourraient expliquer ses talents de chasseur et sa capacité à survivre dans des environnements glaciaux. Alors ça, je vous l'expliquais déjà, vous voyez bien que vous qui m'avez suivi, vous êtes beaucoup de gens qui me suivez, vous voyez, vous êtes en avance sur les chercheurs grâce à moi, c'est bien. Mais bon, les chercheurs, c'est bien qu'ils aient trouvé comme moi, ça veut dire qu'on est en accord sur la véracité du monde, sur ce qui est vrai. Alors, une quête pour comprendre le thorax de Néandertal. La cage thoracique joue un rôle fondamental dans la physiologie humaine, en influençant les besoins énergétiques, les capacités respiratoires et indirectement le mode de vie. Chez les Homo sapiens modernes, elles ont une forme en tonneau, ce qui est idéal pour une respiration thoracique adaptée aux efforts prolongés. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas grave. Comme la course d'endurance. Nos ancêtres, c'est un peu différent, vous allez voir. Nos ancêtres chasseurs-cueilleurs utilisaient cette endurance pour poursuivre leur proie sur de longues distances jusqu'à l'épuisement. Qu'en était-il de Néandertal ? Reconstituer la morphologie thoracique d'un hominidé aussi ancien n'est pas une tâche facile. Les côtes fragiles et rarement retrouvées intactes compliquent en effet la mission des paléoanthropologues qui doivent souvent travailler avec des fragments incomplets. Cependant, certaines découvertes exceptionnelles ont permis des avancées significatives. L'un des spécimens les plus étudiés jusqu'à présent est Kerbara II, un néandertalien ayant vécu il y a 60 000 ans au Proche-Orient. Alors, il n'était pas dans un environnement glaciaire, c'était une période de réchauffement dans un milieu qui n'est pas très froid, mais il faut savoir quand même que ce sont des individus qui ont leurs ancêtres qui se sont développés dans des milieux glaciaires, des milieux européens avec des hivers extrêmement rigoureux et avec une technologie de l'habillement et du feu balbutiante. Donc, ils ont eu avant tout une casse humaine énorme pour sélectionner le plus rapidement possible des individus ayant des caractéristiques physiologiques et morphologiques leur permettant de survivre dans un environnement froid sans avoir une haute technologie d'habits et une connaissance de l'utilisation du feu approfondie. Donc, casse humaine énorme. Donc, c'est pour ça que ensuite ils ont hérité de ça. Donc, sa cage thoracique, c'est un Néandertal qui vit dans un milieu pas trop froid, mais ses ancêtres vivaient dans un milieu froid. Presque entièrement préservé, a révélé une forme distinctive en cloche. Elle se caractérise par une partie inférieure élargie et des côtes plus épaisses que celles des Homo sapiens modernes. Cette morphologie, bien que fascinante, posait encore des questions. Était-elle propre à cet individu ou généralisable à l'ensemble des Néandertaliens ?
Pour approfondir ses recherches, une équipe internationale de scientifiques s'est tournée vers un autre spécimen emblématique, Sanidar III, retrouvé dans la célèbre grotte de Sanidar en Irak. Ce fossile vieux de 45 000 ans présentait suffisamment d'éléments pour permettre une reconstitution numérique précise grâce à des technologies de pointe. Les chercheurs ont reconstitué virtuellement cette cage thoracique et l'ont comparée à celle de 58 Homo sapiens modernes issus de divers climats et divers périodes, donc de l'homme moderne, vivant à diverses périodes et vivant aussi dans divers endroits, donc chaud, froid, et selon les époques. Ce que révèle le thorax en cloche, les résultats ont confirmé que Sanidar III partageait les mêmes morphologies thoraciques en cloche que Kerbera II. Cette forme particulière qui s'élargit vers le bas offre des indices précieux sur la capacité respiratoire des Néandertaliens. Contrairement à la cage thoracique en tonneau, des humains modernes, qui est idéal pour une grande endurance, le thorax des Néandertaliens permettait un plus grand volume d'air et une meilleure action du diaphragme. Oui, le diaphragme qui, en se contractant, va faire comme un effet soufflet. Donc, en se contractant, il va tirer vers le bas, et il va vous tirer les poumons, vous grandir les poumons pour les remplir d'air. C'est le système du diaphragme, c'est un soufflet. Et le poumon, c'est pas le poumon qui grossisse, c'est le diaphragme qui se contracte pour tirer vers le bas les poumons, tout un ensemble, et le cœur repose sur le diaphragme aussi. Et il va vous remplir les poumons, et quand le diaphragme se relâche, vous expirez. C'est pour ça qu'on dit le dernier souffle. Le dernier souffle, c'est quand tu n'as plus de capacité respiratoire parce que tu es en train de mourir, tu ne peux plus contracter tes muscles, tu es en train de crever, et tu inspires, et tu souffles, et à la fin tu râles, et tu meurs. Oui, le diaphragme ne peut plus se contracter, et l'individu meurt. Et il meurt par une asphyxie générale et un arrêt cardiaque. Ces adaptations étaient essentielles pour leur mode de vie. Selon les chercheurs, une telle configuration favorisait une respiration rapide et efficace, idéale pour les activités demandant de l'explosion d'énergie, comme la chasse en embuscade. Alors ça, c'est complètement faux parce qu'ils se sont complètement plantés. Ils n'ont pas des gros poumons pour chasser en embuscade. On voit encore une grosse erreur des paléontologues, puisqu'on peut chasser très bien à l'embuscade avec une cage thoracique différente, et c'est pas un effort supplémentaire et des gros muscles qui vont te permettre de tuer. Avec une lance, tu peux être très efficace, il suffit de courir un peu et de planter au bon endroit, de tourner autour. La différence musculaire ne joue que peu dans ces chasses-là. Évidemment, il ne faut pas être taillé comme un employé de bureau qui ne fait pas de sport, ou comme un zététicien, mais il faut être plutôt athlétique et ayant pratiqué la chasse. Mais on peut pratiquer la chasse sans être extrêmement musclé. Il suffit d'être tonique, d'avoir quand même une bonne capacité musculaire pour pouvoir planter. Ça, c'est une erreur de penser que le gros volume était fait pour pouvoir chasser. Donc c'est des erreurs d'interprétation de personnes qui ne pratiquent peut-être pas de sport et qui ne connaissent pas les tenants et les aboutissants de la thermorégulation humaine qui est assez particulière. Alors, Néandertal aurait ainsi développé une puissance musculaire exceptionnelle qui était nécessaire pour abattre rapidement de grandes proies. Encore une grosse erreur de ces paléontologues. Vous voyez, les merveilleuses découvertes de Frédéric Delavie, donc de moi, c'est que les mecs n'ont pas compris que la principale fonction de cette grosse cage thoracique, ils vont en parler un petit peu après, ce n'est pas être extrêmement puissant pour défoncer des grosses proies de type mammouth, parce qu'on a vu qu'ils chassaient pas mal les mammouths quand même, les chevaux, les rennes, les rhinocéros laineux, ce sont des chasseurs de grosses proies, nos amis les Néandertaliens. C'est normal, on prend ce qu'on trouve et surtout en hiver. Alors, une puissance musculaire exceptionnelle qui était nécessaire à abattre rapidement de grandes proies. Alors, une vie de chasseur spécialisé. Cette stratégie de chasse, bien différente de celle d'Homo sapiens moderne, reflète les différences entre deux espèces. Alors que nos ancêtres s'appuyaient sur une course d'endurance pour épuiser leur proie sur de longues distances, alors c'est complètement débile parce que, évidemment que dans des forêts, dans des univers glacés et des forêts de chênes et après des forêts de conifères, tu vas pas courir sur de longues distances, tu risques de te péter les chevilles et de te blesser. Donc dans ces univers-là, tu marches
dans des endroits où des fois il y a des cailloux, des fois ça monte, des fois ça descend, avec de la neige, de la boue, et tu n'es pas dans une savane arborée où tu vas courir après des gazelles ou épuiser des élans du Cap, tu vois. C'est complètement délirant de penser ça. Donc c'est des gens qui n'ont pas compris le milieu dans lequel ils étaient. Alors cette différence peut s'appliquer à leur distance. Néandertal privilégiait les approches courtes et brutales, c'est-à-dire qu'il va se cacher, ça c'est vrai, il ne pouvait pas faire autrement, hein. À part dans les... s'il remontait dans des zones un peu toundra, mais il ne pouvait pas se permettre souvent des courses d'endurance. Il fait trop froid, ils sont trop emmitouflés, hein. L'été, c'est possible, mais il vaut mieux chasser à la fée. On n'est pas en Afrique, hein. Ce sont des milieux différents. Alors, les vastes étendues glaciales et boisées d'Eurasie rendaient difficile la poursuite prolongée des animaux. Voilà, au moins. Au lieu de cela, nos anciens comptaient sur une embuscade stratégique nécessitant force explosive et précision. Ils devaient en dire aussi, mais nos ancêtres, parce que les Européens viennent d'Afrique aussi, nos ancêtres viennent d'Afrique, hein. Les sapiens viennent d'Afrique, les sapiens néandertaliens viennent d'Afrique aussi, mais d'une façon antérieure, hein. Et nous, les Européens, nous venons d'Afrique, nous sommes mélangés à Néandertal, et nos ancêtres chassaient, mais ils ne chassent pas tous à l'endurance, c'est très minoritaire, les techniques de chasse à l'endurance. On poursuit les proies, on marche derrière, hein, mais globalement, on va faire une approche, hein, et on va les fatiguer un peu et on va les tuer, mais on ne fait pas de la course, on n'est pas taillé spécialement pour l'endurance. On peut être bon en endurance, mais ce n'est pas la spécificité de l'homme, hein, on est endurant, bien sûr, pour aller sur des kilomètres chercher des proies, on peut les épuiser un peu, mais le but, c'est de se rapprocher silencieusement et de les abattre. Évidemment, dans de grandes distances de savane, tu peux marcher très longtemps, l'affût est moins facile, mais ce n'est pas le but non plus de courir derrière les proies en permanence, hein. Alors, le régime alimentaire renforce l'hypothèse. Les analyses isotopiques des os de Néandertal montrent qu'ils étaient carnivores et qu'ils se nourrissaient principalement de grands herbivores comme les mammouths, les rhinocéros laineux, les cerfs géants. Ces proies imposantes exigeaient des efforts physiques intenses pour être maîtrisés, ce qui rendait leur morphologie thoracique particulièrement avantageux. Ça, c'est complètement se tromper. Ils n'ont pas des morphologies thoraciques pour faire des efforts puissants, hein, absolument pas. Ils ont des grosses cages thoraciques pour la thermorégulation, pour quelque chose d'autre bien plus important en termes de pression évolutive. Et vous allez comprendre qu'ils se sont trompés, ils se sont complètement trompés de route, nos pauvres... C'est un peu délirant tout ça. Mais c'est des gens qui ne connaissent pas les systèmes de thermorégulation humaine, puisqu'ils n'ont pas étudié le corps, les tendons, les fascias, et la façon dont un homme se résiste au froid. Alors, on le sait un peu, mais ils ne l'ont pas étudié comme moi. Alors, survivre au froid glacial. La forme de leur thorax ne servait pas uniquement à la chasse. Les chercheurs ont également identifié des liens avec la conservation de chaleur corporelle. Alors là, ils commencent à se rapprocher, mais ils ne touchent pas. Dans les environnements froids de l'ère glaciaire, où les températures pouvaient chuter drastiquement, le corps trapu et une grande cage thoracique élargie aidaient à minimiser la perte de chaleur. Vous savez, c'est la loi de Bergman, qui explique que plus on va au nord, plus on est massif, gros, avec... c'est Allen Bergman. Alors, on a les extrémités qui raccourcissent, pas tout, hein. Le Néandertal avait un gros nez, mais très vascularisé, hein, mais globalement, on a les oreilles qui rétrécissent un peu pour pas qu'elles gèlent. Les lèvres aussi, hein, si vous remarquez, hein, les Africains ont des grosses lèvres, les Européens un peu plus petites, c'est pour que les muqueuses ne gèlent pas, bien sûr, hein. On a les mains qui grossissent, mais les doigts deviennent un peu plus boudinés, moins longs, hein, pour éviter, bien sûr, d'avoir de geler, hein. Donc, alors ces adaptations, la chute directement, le corps trapu, la cage thoracique élargie, aidaient à minimiser la perte de chaleur. Cette adaptation rappelle celle des populations humaines modernes vivant dans les climats polaires, comme les Inuits, qui présentent une physiologie similaire, bien que moins marquée. Ben oui, ils sont remontés après. Ce sont des sapiens qui se sont mélangés à Néandertal, donc ils ont hérité aussi, comme nous, l'Européen, pas les Africains, de particularités de Néandertal. Donc nous, les Européens, nous avons une cage plus volumineuse que celle des Africains subsahariens, mais pour d'autres raisons, hein, puisqu'on ne chasse pas, et vous allez comprendre que la taille les Inuits ne passent pas dans des attaques sur du gros prédateur, hein, ils ont des grosses cages thoraciques pour des raisons bien particulières, hein, c'est des raisons respiratoires, d'apport d'oxygène pour des gros muscles. Alors, de plus, la capacité respiratoire
accrue offrait un autre avantage. Les environnements glacés s'accompagnaient souvent d'un air sec et pauvre en oxygène, surtout en altitude. La capacité des Néandertaliens à inspirer de grandes quantités d'air aurait donc contribué à leur survie dans des conditions difficiles. Ils n'ont pas encore touché la réalité de cette grosse cage thoracique et vous allez comprendre pourquoi on a une grosse cage thoracique. Voilà, donc ça, c'est à peu près ce que trouve l'étude. Alors l'étude a le mérite d'avoir comparé les cages de Shanidar 2 et 3, je crois, c'est ça, je ne me souviens plus, à une cinquantaine d'Homo sapiens pour faire des petites analyses. Alors je vais vous les montrer, c'est assez intéressant à voir. Voilà, alors là, nous avons Shanidar, alors ils ont copié Shanidar et Kebara. Alors on a Shanidar et Kebara aussi, hein, voilà. Alors je vous les montre, voilà, Shanidar et Kebara qui sont là. Voilà, on voit les grosses cages Shanidar et Kebara et Homo sapiens et plus en tonneau. Et on voit que Shanidar et Kebara, qui sont des Néandertaliens, ont une cage très large en bas, donc avec un gros diaphragme pour pouvoir tirer de gros poumons pour apporter beaucoup d'oxygène. Alors, ils ont fait des études et c'est marrant à voir. Alors là, ils te remontrent encore une cage thoracique humaine et une cage thoracique de Néandertal. Sur leurs études, c'est assez sympa à voir, voilà, hein, on la voit ici. En haut, Néandertal, en bas, Sapiens. Hein, et on voit bien que le Néandertal est beaucoup plus épais, hein, il loge de gros poumons hein, en haut, et beaucoup plus large en bas. Donc on voit une capacité pulmonaire beaucoup plus importante. Et en bas, Sapiens, c'est un peu plat et rond. Hein. C'est pas à la base pour faire de la course d'endurance, c'est pour des raisons bien particulières qu'on n'a pas forcément, nous, besoin d'avoir. Nous, les Sapiens, on n'avait pas forcément besoin, en Afrique surtout, d'avoir une grosse capacité pulmonaire, hein, puisque leurs poumons suffisaient grandement pour se maintenir à bonne température. Et on va montrer la dernière petite image qui est sympa. Voilà, ils ont fait des analyses et ils sont aperçus, alors c'est tout le temps les mêmes logiciels, hein, ils font des analyses, ils mettent abscisse ordonnée, voilà, et puis ils vous montrent qu'on se rapproche d'un côté, de l'autre, et on s'aperçoit que Sapiens, Néandertal, plus on habite, plus on vit, on est originaire du Nord, hein, donc des Sapiens du Nord, en fonction des époques, et en fonction de la latitude, on va se rapprocher de plus en plus de Néandertal, c'est-à-dire plus on est au nord, plus on va avoir, et qu'importe l'époque, une cage thoracique se rapprochant, à nous les sapiens, des Néandertals qui eux ont disparu, mais dont on a hérité quand même pas mal de particularités. Donc, c'est tout le temps les mêmes logiciels, mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas arrivés à la bonne conclusion. C'est pas pour avoir des gros muscles, puissants pour démonter du mammouth, du cerf géant à grande corne, là, ou du rhinocéros, du mégacéros, hein, c'est les cerfs à très grand bois, ou du rhinocéros laineux. Ça n'a rien à voir, on n'a pas besoin de chasser comme ça, une bonne technique de chasse, une bonne approche intelligente. On rabat les bêtes et on les tue, on les fait tomber dans des pièges. T'as pas besoin forcément d'être hyper musclé. Pareil, hein, t'as pas besoin d'avoir une méga endurance, normalement endurant, hein, pour un sapiens d'Afrique et courir dans la savane. Hein, après, courir, marcher vite, plutôt trottiner pour épuiser des bestioles qui, eux, n'ont pas un bon système de thermorégulation comme nous. C'est particulièrement efficace. Alors, la véritable réponse à cette question de la cage thoracique des Néandertaliens qui n'avait pas été perçue par ces gens-là, parce qu'ils ne pratiquent pas le sport, ils ne voient pas la différence entre les individus, hein, visiblement c'est des gens qui ne sont pas forcément dans la vie de tous les jours, et qui ne fréquentent pas les cours de fond, qui ne fréquentent pas ces gens-là qui ne connaissent pas la biomécanique et les contraintes en biomécanique. Donc vous allez voir, bon, alors voilà, là on voit une cage thoracique, je me suis amusé à vous la faire pour que vous compreniez mieux, d'hommes et de Néandertal. Hein, vous voyez, il y en a un qui a une très grosse cage thoracique et l'autre une plus petite. Cette grosse cage thoracique de Néandertal que vous voyez ici a pour principale fonction, et je vous la donne, hein, de permettre une bonne thermorégulation, c'est-à-dire de pouvoir produire de la chaleur, hein, et pas uniquement de conserver de la chaleur dans un gros corps. Et je vais vous montrer un peu la façon. Alors, je vais vous montrer un peu, je recherche le dessin, je le cherche parce que c'est le dessin qu'il est important de comprendre. Voilà, vous avez ici, et c'est ça qu'il faut voir. Ça, c'est le dessin qui vous explique tout, parce que je l'avais fait en 2018, bien avant, donc 2016. Donc là, vous avez un
néandertalien, et là, vous avez un sapiens africain. On aurait pu mettre un Inuit et un sapiens africain, donc un Africain moderne, c'est à peu près la même chose, et un Inuit, c'est quasiment pareil qu'un néandertalien, un peu moins excessif, on va dire. Alors, vous avez deux gros poumons chez les néandertaliens, des petits poumons chez les Africains, et particulièrement les Africains subsahariens, et plus on monte au nord, plus nos sapiens vont se rapprocher de cette forme-là, qui est une forme adaptée au froid. Alors, évidemment, le néandertalien est plus massif que le sapiens qui est plus élancé. Pourquoi? Parce que le sapiens, on va y remontrer le sapiens africain, il vit dans un climat chaud où la principale cause, la principale pression sélective, c'est la chaleur. Donc il faut tout faire pour éviter de monter en chaleur, pour pas crever d'un coup de chaud, puisque l'homme chasse la journée, avec bien sûr cette supériorité qu'il a sur les animaux, pas pour courir une course de fond derrière des animaux, mais pour sortir en plein jour, d'avoir évité les gros prédateurs, et à ce moment-là, chasser et traquer des animaux qui vont être moins performants en chaleur, puisque l'homme a un système de thermorégulation extrêmement efficace pour marcher sous le soleil. Alors pas vous les Européens tout blancs avec votre peau de face de craie, je rigole, mais c'est à peu près ça, mais les Africains, bien sûr, et les ancêtres sapiens qui étaient noirs, comme les premiers à venir en Afrique, ils n'étaient pas noirs, ils ont blanchi un petit peu, bien sûr, après ils se sont métissés, avec les néandertaliens, tout ça, c'est de la politique de dire qu'ils étaient tout noirs en Angleterre, non, ils étaient basanés un peu. Donc, quand on est en Afrique, on est tout noir pour pas cramer au soleil, donc pas de faire d'érythème par laquelle vont rentrer des bactéries. Donc la mélanine protège. Et ensuite, on a un système de thermorégulation extrêmement développé pour pouvoir transpirer et à ce moment-là évacuer la chaleur du corps évacuer la chaleur du corps pour éviter de monter en chaleur et crever par une défaillance des organes principaux et principalement du cœur et du cerveau qui risquent de partir en couille et de vous tuer. Donc on est habitué à ça. Donc on a tout le corps qui est fait pour ne pas consommer beaucoup d'énergie et marcher à la récupération et à l'économie. Et l'Africain, il va avoir de grands tendons au niveau des jambes, ici, qui restituent l'énergie quand il se déplace. Donc à la réception, il va tirer sur ses tendons pour que ces tendons le repropulsent à ce moment-là, qu'il n'y ait pas une propulsion musculaire ou très faible pour pouvoir repartir. Et comme ça, il va pas avoir de problème. Et vous avez tout le bloc moteur qui va être monté vers le haut, vers les fessiers, avec de grandes jambes, de grands tendons, pour en même temps évacuer la chaleur, de larges épaules pour compenser les grandes oscillations des jambes, comme un équilibriste. Et il va avoir, bien sûr, une petite taille qui oscille, pas beaucoup de viscères gras, il a très peu de gras dans le ventre. Pourquoi? Parce que là-bas, il n'y a pas d'hiver, pas besoin de stocker, il y a une permanence de la nourriture. En Afrique, en général, à part les saisons sèches, mais en général, ils vivaient dans des milieux de savane où ça abonde, où la nourriture abonde, il y a peut-être des saisons sèches, mais c'est pas le désert non plus. Et bien sûr, des poumons adaptés pour leur déplacement. Donc, ce n'est pas forcément des gros poumons, puisqu'ils n'ont pas de gros muscles. Un muscle, ça consomme du carbone. Un muscle, c'est un moteur. Et l'oxygène, c'est le comburant du carbone. Comme vous mettez un soufflet dans les bûches, dans le feu, quand vous faites un feu à l'automne ou à l'hiver, le soufflet, c'est les poumons. Si vous voulez, nous, on a des poumons. C'est pour ça, c'est pour pouvoir être le comburant du carbone dans nos échanges, et pour pouvoir produire de l'énergie et du mouvement et faire fonctionner nos organes. Mais produire du mouvement, quand on est en Afrique, on le fait d'une façon beaucoup plus économique, puisqu'on est tout en tendons et on va produire moins de chaleur pour éviter de monter en chaleur, puisque c'est la principale cause de mort. C'est la principale pression sélective, c'est l'adaptation au chaud. Et bien sûr, les gros poumons de Néandertal, ils n'ont qu'une seule fonction principale. On va dire qu'ils en ont plusieurs, bien sûr, être costauds, mais ce n'est pas fondamental. Mais ils ont une fonction principale, c'est d'alimenter en oxygène des gros muscles. Pas des gros muscles pour dégommer du mammouth en force, ou du cerf mégacéros, ou du rhinocéros laineux. Non, de gros muscles pour produire de la chaleur. Pourquoi? Parce que la contraction musculaire, c'est-à-dire pas la contraction, le mouvement musculaire, la contraction musculaire
qui entraîne un mouvement musculaire. Alors, je ne parle pas de mouvement articulaire, mais je parle des fibres musculaires qui vont se contracter, donc s'étendre, s'étirer et se contracter. La contraction va utiliser pour ce mouvement à peu près 30% de l'énergie consommée va être utilisée pour la contraction et 70% de l'énergie va être dissipée en chaleur. Et cette chaleur, c'est ce qui est dangereux pour les Africains parce que ça les fait monter en surchauffe, mais c'est fondamental pour la survie des Néandertaliens, des antécessors, des Bergensis, on leur donne des noms, on s'en fait un peu, c'est des trucs de scientifiques qui veulent classifier, mais c'est une adaptation au froid, si vous voulez. Donc, les Néandertaliens vont s'adapter pour non pas économiser l'énergie, comme l'Africain subsaharien avec ses grands tendons qui rebondit sur ses tendons comme des ressorts, puisque c'est pour pas monter en chaleur. D'ailleurs, c'est ce qui fait les champions de sprint et de marathon, puisqu'ils sont économiques et ils rebondissent à chaque fois. Et ils ont une masse musculaire qui n'est pas si importante que ça, et qui est vers les fesses en général, près du centre de gravité, avec de grandes jambes pour faire de grandes enjambées et un gros fessier. Et tout le bas, c'est du tendon pour rebondir. Nous, chez les Européens, issus de Néandertal, en partie, donc on a hérité de ça de Néandertal, plus bien sûr quelques mutations qui ont dû se faire d'une façon aléatoire, on a une morphologie qui s'est transformée pour produire de la chaleur et avoir plus de muscles dans le bas du corps pour produire cette chaleur. Et on voit parfaitement que Néandertal, qui est ici, a un bassin plus large, vous voyez un bassin large de Néandertal, pas parce qu'il est large pour mettre deux gros viscères qui ne doivent pas tomber, et qui doivent être maintenus par ce gros bassin pour avoir des réserves pour l'hiver, puisque c'est la mort de la nature en Europe. Donc on stocke de l'énergie, on tue des animaux en début d'hiver, et après, la fin d'hiver, c'est un peu dur, et si tu n'as pas de réserve dans le ventre et sur la peau pour faire un manteau de gras, un peu comme les phoques, tu crèves de froid, bien sûr. Et bien sûr, des blocs moteurs qui vont se trouver vers le bas de la cuisse et vers les mollets, à la différence des Africains qui l'ont vers le haut, pour, lors de la marche, produire de la chaleur, et en même temps ne pas geler dans ses extrémités agrandies. Donc, pour éviter d'avoir une dissipation d'énergie, le corps se rapprochant de la forme de la boule, mais en même temps de produire de la chaleur pour ne pas mourir de froid lors des déplacements et ne pas avoir les extrémités qui gèlent. Un Africain, il va mourir de gelure, il va geler au froid. Et quand il marche, il ne va pas pouvoir se réchauffer puisqu'il ne va pas produire de chaleur dans ses grands tendons qui sont à l'extérieur et qui sont faits pour en vérité évacuer la chaleur puisque le tendon est à l'extérieur. C'est l'élastique du tendon qui va plus chauffer que le muscle. Et comme il est à l'extérieur, il va évacuer sa chaleur par homéostasie vers l'extérieur plus facilement, alors que Néandertal, lui, doit conserver la chaleur. Donc il va produire de la chaleur, et pour produire beaucoup de chaleur et la conserver, il a besoin de gros poumons, puisqu'il a des gros muscles pour produire de la chaleur et la conserver. C'est pas uniquement un gros volume pour conserver la chaleur, mais c'est un gros volume et des gros muscles particulièrement inefficaces en vérité pour une puissance optimale en force, mais particulièrement efficaces pour la force, avec des tendons qui sont très mauvais en vérité pour la force, qui restituent des articulations qui restituent mal, en vérité, qui restituent mal la puissance d'une contraction musculaire, mais une contraction musculaire qui doit être intense pour produire de la chaleur plus que pour effectuer un mouvement puissant. Ce que n'ont pas compris ces pauvres paléontologues, puisqu'ils n'arrivent pas à se remettre dans le milieu et à comprendre que c'est le muscle qui produit de la chaleur lors des marches. Alors, le système européen, des Européens qui viennent aussi, qui est adapté comme les Néandertaliens, dont nous avons en partie hérité, nous les Européens, pas vous les Africains, qui courez sur des ressorts, qui font tous les champions de sprint et de marathon, grâce à vos tendons, mais par contre, vous gelez en hiver. Et alors, c'est marrant de comprendre que, là, je vous ai montré une jambe d'Africain subsaharien et une jambe de Néandertalien, de sapiens africain de Néandertalien. Vous voyez, il y en a court. J'ai un peu décharné, mais elle devait être beaucoup plus grasse que ça. J'ai mis un zizi plus court et un grand zizi, puisqu'il y en a un qui est tout nu en général, et l'autre qui est habillé. Donc, l'importance de montrer un gros pénis pour montrer son bon taux de testo n'est pas fondamental. C'est pas ça le plus important chez Néandertal. Et on voit que au niveau, alors ce qui est particulièrement important, c'est de comprendre qu'au niveau du membre inférieur, tout est fait pour produire de la chaleur, avec une perte de
d'efficacité chez les Néandertaliens, des leviers pour, en fin de compte, devenir un puissant, pour devenir un marcheur produisant beaucoup plus de chaleur avec des gros muscles, même s'il a une perte au niveau du rendement en puissance de la marche ou de la course. Vous voyez bien que si vous avez des grosses jambes musclées, c'est pas pour ça que vous allez être extrêmement bon en sprint. Vous voyez que tous les sprinteurs ont des longues jambes fines en bas avec des gros fessiers, c'est parce qu'ils rebondissent, ils ont un gros bloc moteur en haut, près du centre de gravité, et de longs tendons, pas fait à la base pour courir, c'est un fantasme ça, fait pour ne pas produire de la chaleur et ne pas monter en surchauffe, pour pas crever d'hyperthermie. Alors vous avez ici, c'est intéressant de le voir, mes études. Je vous ai montré un mollet de néandertalien, d'après les squelettes, et un mollet de sapiens africain. Alors vous voyez ici le mollet, le tibia est beaucoup plus long, le néandertalien est plus court. Vous avez ici une arche plantaire extrêmement marquée. Alors j'ai un peu relevé pour me montrer que l'extenseur des orteils, du pouce était plus développé, le jambier antérieur était plus développé pour pouvoir justement tendre l'aponévrose plantaire. Vous tendez l'aponévrose plantaire, vous mettez une arche plantaire plus marquée chez Néandertal, vous mettez à ce moment-là un levier calcanéen moins efficace et vous compensez par cela par un énorme bloc musculaire pour pouvoir lever votre pied, mais c'est pas tellement efficace pour être fort, c'est efficace pour produire de la chaleur avec un bilan moteur pas efficace au niveau propulsion, mais très efficace niveau production de chaleur. C'est un gros moteur pas économique pour le résultat que ça donne, mais qui en comparaison produit de la chaleur. Et chez le sapiens africain, vous avez un tendon, un corps charnu très court, des jumeaux, des solaires, et ici un très long tendon qui récupère toute l'énergie, et un long calcanéum ici, voilà. Et vous avez un levier qui permet de monter avec très peu de muscles, très peu de contraction musculaire, grâce à ce très bon levier, et un très long tendon qui récupère l'énergie cinétique, l'énergie du mouvement, qui récupère l'étirement à l'arrivée au sol pour la restituer. Donc une marche dès les premiers pas un peu dur, et après ça devient facile, et ça évite de monter en chaleur. Et chez un Néandertal, voilà, c'est un énorme bloc musculaire, très large, très gros, pour produire plus de chaleur que de mouvement. En réalité, un pied cambré, et la spécialisation va encore plus loin chez les Néandertals, ils ne l'ont pas vu mais ils vont le voir, et chez les Européens aussi, c'est que vous avez ici, sous le pied, toute une pompe, tout un système de pompage vasculaire aussi, qui va permettre aux muscles de se contracter, au sang bien chaud de venir sous les pieds, et avec la marche, vous allez renvoyer le sang à chaque fois par une espèce de pompe pour réchauffer tout le bas de la jambe et en même temps réchauffer tout le corps, et vous allez monter de plusieurs degrés grâce à cette espèce de chauffage central qui sont les gros muscles et les grosses jambes des Néandertaliens, qui ne sont pas faites pour être puissants et dégommer du mammouth, mais qui sont faites pour produire de la chaleur. Erreur monumentale de ces paléontologues. Malheureusement, ils font des études scientifiques qui passent dans le Journal of Human Evolution, mais bien sûr, elle est en partie fausse. J'apporte la solution, parce que moi, c'est mon niveau. Je suis le numéro 1 mondial en biomécanique. Ça m'amuse en plus de l'être. Et je vais vous montrer comment se passe une marche de néandertalien si je retrouve ça. Ça va être rigolo, vous allez voir. Vous avez ici, allez, on va dire que là, vous avez à peu près les proportions d'un néandertalien, c'est un asiatique, mais en vérité, ça pourrait être un néandertalien, mais le néandertalien serait beaucoup plus gros du bide, bien sûr, pour faire des réserves de gras. Et là, on voit de longues jambes de l'Africain, tout en tendons pour ne pas produire de la chaleur, un petit buste, pas besoin d'avoir du gras dans le ventre, et puis un Européen classique, ça c'est pas un néandertalien, c'est un asiatique, mais ça peut ressembler au niveau du bas, et des muscles beaucoup plus musculaires en bas, pas pour être puissant, mais pour produire de la chaleur. Vous avez la marche de l'Africain, je me suis amusé à mettre un Africain et un Néandertalien. Le bloc moteur de l'Africain, il est vers le haut près du centre de gravité, il récupère l'énergie cinétique aussi dans les ischio-jambiers, mais les ischio-jambiers tirent la jambe en arrière et les fessiers aussi. Il va marcher en ischio-fessier, moins en membre inférieur qui servent à récupérer l'énergie, mais les ischios récupèrent aussi. Et on voit que le néandertalien, lui,
à une marche qui va se faire énormément par le bas de le membre inférieur, la contraction des muscles jumeaux solaires, hein, et la contraction des quadriceps plus que du fessier ischio, hein, qui permet justement de produire beaucoup de chaleur dans la partie basse de la jambe pour pouvoir éviter de geler pendant les périodes glaciaires, tout ça c'est un néandertalien que j'ai fait, hein, éviter de geler pendant les périodes glaciaires et permettre une bonne circulation du sang avec cette pompe, hein, qui est faite quand il pose le pied au sol, et de faire remonter le sang vers le corps. Donc, mais bien sûr, c'est un plus gros volume musculaire qu'ont les néandertaliens, donc ça demande une beaucoup plus grosse cage thoracique. Alors, ces histoires de cage thoracique, hein, c'est assez amusant à comprendre. On le trouve aussi entre les comparaisons entre les Africains subsahariens et les Européens. Alors, beaucoup d'études ont été faites. Déjà, à l'époque de la coloniale, on aimait beaucoup faire des comparaisons entre les Européens et les Africains. On s'était déjà aperçu que les Africains avaient souvent une cage plus petite que celle des gros Européens. Hein, on appelait ça je me souviens plus, ils ont des noms un peu vieillots, des pulmonaires, je crois. Il est pulmonaire dans les types morphologiques. Bon, en vérité, c'est des grosses cages thoraciques de nordiques pour produire de la chaleur, hein, au froid, tout simplement, hein, avec des gros muscles. Si vous allez dans les régions nordiques, vous voyez des Slaves, hein, vous voyez des Allemands. Alors, les Allemands ont grandi avec le lait, bien sûr, tous les Baltiques. C'est des gens qui ont une adaptation au lait, donc ils ont poussé en longueur, comme les pasteurs peuls aussi, mais eux avec une adaptation au chaud. Donc vous avez quand même des mecs avec des gros mollets comme mon fils, hein, qui est un très grand longiligne, puisque sa mère est une Allemande du Nord, hein, donc lui il est longiligne avec de gros mollets, c'est ça, hein, et même des gros avant-bras parce qu'il faut aussi maintenir la chaleur, et puis en général de grosses mains aussi, hein, pour ces gens-là. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Alors où j'en étais, alors c'est la façon dont il marche, hein. Donc, je me perds un peu. Voilà. Alors, je vous ai montré un peu. Alors là, c'est asiatique, européen, mais c'est pour montrer que les Africains, par exemple, vont marcher avec un gros psoas, un gros fessier. Hein, et le psoas et le fessier est beaucoup plus petit chez les Asiatiques. Ils ont fait des études là-dessus. Hein, et vous avez, et chez les Africains, vous avez un gros fessier bombé et des jumeaux, des jumeaux tricepsurales avec gastrocnémie solaire, jumeaux solaires, très tendineux, hein, avec peu de masse charnue, et chez les Asiatiques, qui ressemblent un peu aux Néandertaliens, hein, qui sont adaptés au froid, des grosses cuisses en bas qui descendent très bas, et de très gros mollets très longs, hein, qui descendent jusqu'en bas, avec très peu de tendons, pour produire de la chaleur, et qui ne sont pas particulièrement efficaces pour la course. Ils ont des bons sprinters, parce qu'ils peuvent faire des bons démarrages, mais après ils sont trop lourds et on ne les voit jamais à très haut niveau quand ils grandissent, puisqu'ils prennent trop de masse musculaire vers le bas, alors que les Africains vont le prendre vers le bloc moteur en haut, ce qui est un avantage quand les mecs commencent à prendre des stéroïdes pour devenir champions à haut niveau. Le bloc moteur chez les Africains va se mettre près du centre de gravité, hein, puisqu'ils ont resté du tendon vers le bas, et chez l'Européen ou même l'Asiatique, il va être vers le bas, donc ça va être contre-productif. Donc c'est tout le temps intéressant à comprendre. Alors, où est-ce que je voulais en venir, donc voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous dire sur les Néandertaliens et leur adaptation au froid, qui est une adaptation pour produire de la chaleur, hein, et non pour défoncer du mammouth, ce qui est une grosse erreur. Donc, tendons courts, mauvais levier, et gros muscles pour produire de la chaleur. Africain, c'est tendons très longs, bon levier, pour justement être économique et ne pas produire de chaleur, pour aussi, hein, marcher longtemps derrière une proie sans surchauffer. Donc ça, c'est intéressant à comprendre. Mais ces adaptations néandertales se mettent aussi au niveau de la tête de Néandertal, hein. Quand on voit le crâne de Néandertal, on vous montre un crâne bombé de l'Européen, hein, avec un front apparent, et Néandertal sans front. On dit oui, c'était pour un cerveau bizarre, ils étaient différents. Oui, mais c'est en vérité des adaptations au froid, hein. Le visage, les pommettes, les grandes... comment ça s'appelle, les grandes... je vous montre un peu, hein.
les grandes cavités orbitaires des Néandertaliens ici, c'est pas pour mettre de grands yeux, c'est pour mettre du gras et se protéger du froid, protéger les yeux du froid. Hein. La vaste ouverture nasale, c'est en vérité, c'est parce qu'il y avait un gros nez qui était très vascularisé. C'est une particularité qu'on a perdue, nous, qu'on n'a pas hérité d'eux, puisqu'on devait avoir de meilleures adaptations, des meilleurs habits. Ils l'ont perdu, c'est pas ce qu'il devait y avoir de plus efficace pour se protéger, pour créer de la chaleur. Donc pour créer de la chaleur, on a perdu ce gros nez, très vascularisé. On s'aperçoit par exemple, les Inuits, eux, ont un petit nez, hein, un peu plus ras, une face plate. Ils ont gardé ces yeux très larges, donc il y a plusieurs, bien sûr, il y a plusieurs chemins évolutifs. Mais le crâne de Néandertal, que l'on va voir ici, hein, c'est marrant à voir, les derniers trucs que je vous montre, hein, voilà, ils avaient Néandertal, Sapiens, hein, il y en a un qui a un crâne qui va vers l'arrière avec ce chignon si particulier, et un autre, bah, c'est nous, ça, hein, c'est avec un front très haut, hein. C'est pas parce qu'on a une grosse zone de la cognition, chez eux, ils étaient partis par là-bas, il n'y a pas de problème, hein. C'est simplement des adaptations au froid, hein. Et on peut voir que là, c'est un ancêtre commun, on va dire, à Néandertal et Sapiens africain, et vous avez ici un Néandertal, ici un Sapiens africain, on peut dire assez vieux, et là vous avez un ancêtre commun, et vous voyez que là c'est une adaptation au chaud, donc ici on va avoir un développement progressivement du cerveau aussi, hein, puisqu'on va devenir de plus en plus intelligent, et on va avoir ici, justement chez les Africains, une montée du cerveau en hauteur, et là quand il n'y a pas d'adaptation, quand ils arrivent en Europe, ils ne sont pas hyper adaptés, avec pas beaucoup d'habits, ils n'ont pas une technologie de l'habillement au top, ils en ont, attention, hein, ils ne sont pas non plus mauvais, ils n'ont pas une technologie du feu au top, donc il y a une casse humaine et il y a une sélection qui se fait sur des individus avec très peu de front. Pourquoi ? Pour pas que le cerveau se refroidisse, hein, il faut que maintenir le cerveau à une bonne température, hein, donc le front part vers l'arrière pour ne pas être exposé au vent glacial, l'implantation de cheveux devient basse, et chez les Africains, hein, l'ancêtre commun, hein, c'est différent. Quand on reste en Afrique, bah, le cerveau, le crâne va se développer en hauteur. Pourquoi ? Pour pouvoir faire refroidir le cerveau avec beaucoup de glandes sudoripares au niveau du front. Donc un front qui transpire à fond, un front quasiment absent avec une implantation de cheveux bas et avec très peu de glandes sudoripares, implantation de cheveux très bas. Et l'Africain, lui, il a ses cheveux crépus, bien sûr, pour mettre une couche de protection et pas monter en surchauffe pour éviter que le cerveau surchauffe. Et bah, chez les Néandertaliens, tout est projeté vers l'arrière pour éviter cette zone de refroidissement et maintenir au chaud le cerveau. Alors, Néandertal avait un gros cerveau, hein, Sapiens un peu moins. Hein, c'est pas parce qu'il était plus intelligent, hein, pas du tout. C'est parce qu'en période glaciaire et quand il fait froid, on peut voir aussi ça chez les Cro-Magnons. Alors il y a d'autres causes aussi, mais là on commence à avoir un rétrécissement du cerveau. On commence, on a eu le cerveau qui a grossi pendant des millions d'années, puis là il commence à diminuer parce qu'on diversifie le stockage d'informations dans plusieurs individus, dans des sociétés extrêmement civilisées à partage des tâches. Un chasseur-cueilleur, lui, il était obligé d'avoir quasiment un savoir, bien sûr moins grand qu'un savoir total quasiment de tout ce qu'il fallait connaître de son milieu, hein, puisque c'était peu d'individus, hein, donc il devait connaître tout, et avec moins de partage de tâches, donc le cerveau devait emmagasiner peut-être plus de données que les Européens modernes qui maintenant ont Internet, les livres, le partage des tâches, les réseaux sociaux. Hein, tu tapes, quand tu ne sais pas quelque chose, tu vas sur Google, tu tapes quelque chose ou tu demandes à ChatGPT et il te donnera une solution. Cro-Magnon ou Néandertal, eux, il fallait qu'ils tapent rien du tout, qu'ils réfléchissent par eux-mêmes et qu'ils accumulent beaucoup de savoir dans leur petite tête d'individus vivant dans de petites communautés. Donc un gros cerveau avec une grosse mémoire est un avantage. C'est pas pour ça qu'ils sont plus intelligents, hein, mais ça permet de stocker un peu plus. C'est une théorie, il s'avère qu'elle a de fortes chances d'être juste et qu'on voit une diminution du cerveau actuellement. Mais en vérité, la cause principale du gros cerveau, chez Néandertal et aussi chez nos amis les Cro-Magnons, hein, c'est
principalement les périodes glaciaires, parce qu'un gros crâne et un gros cerveau, ça se refroidit moins vite et ça permet de conserver de la chaleur et de chasser ou de vivre avec le cerveau maintenu à une bonne température. Et mieux que ça, les mitochondries du cerveau, d'un cerveau plus gros, pas forcément plus intelligent, vont produire de la chaleur, et la taille du cerveau un peu plus gros va éviter à ton cerveau de trop baisser en température. Donc, un gros cerveau, non seulement il conserve la chaleur, mais en plus il va en produire. Il ne va pas produire de la réflexion, il va produire de la chaleur pour son maintien. Et en période glaciaire, avoir un cerveau qui se maintient à une certaine température et qui la conserve, c'est bien plus efficace qu'un cerveau qui serait plus petit et qui produirait moins de chaleur, même si il est très intelligent avec de très bonnes connexions neuronales. Albert Einstein n'avait pas un cerveau très grand, et pourtant il était plutôt très intelligent. Donc vous voyez, tout ça varie, mais il y a des causes de pression sélective dues à la thermorégulation, soit au chaud, soit au froid, qui sont les causes principales de nos morphologies, de nos façons de vivre. Le milieu a une influence énorme. Donc c'est très intéressant de comprendre comment on fonctionne. Et ce grand cerveau, ce front qui part en arrière, cette forme de crâne des Néandertaliens, n'est en rien étrange. C'est juste une adaptation de ces ancêtres au froid quand ils sont arrivés en Europe sans une haute technologie. Alors évidemment, Néandertal vivait en petits groupes, puisqu'il n'y avait pas beaucoup à manger comme sous les zones équatoriales où c'est baigné de lumière solaire, où il y a beaucoup de végétaux, donc beaucoup de végétaux dit beaucoup de nourriture, beaucoup d'animaux qui mangent les végétaux, donc on peut bouffer tranquillou, il n'y a pas de problème, et on bouffe toute l'année. Néandertal, lui, a affronté des hivers rigoureux, pas beaucoup de nourriture, ça a été très très dur pour lui et pour ses ancêtres, avec une casse énorme, d'où cette morphologie pour s'adapter au froid, dans un milieu où il fallait pouvoir survivre sans haute technologie. Alors, Néandertal et Sapiens, les Néandertaliens n'étaient pas nombreux, puisqu'il n'y avait pas beaucoup, il n'y avait pas tant que ça à manger. C'était des petits groupes. Alors, ils disent qu'à un moment, ils étaient 70 000 sur une région qui va de l'Europe à la Sibérie. Bien sûr, on ne sait pas trop, peut-être ils étaient un peu plus. En tout cas, ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Ce qui est sûr, c'est que les Sapiens, eux, avaient une démographie plus importante parce qu'il y a plus à bouffer chez eux, et en plus, il y a plus de bactéries. Donc, tu es obligé de chasser, manger, faire plein d'enfants parce qu'il y en a beaucoup qui meurent. Tu as assez pour nourrir tes petits, pas assez, mais tu dois en pondre à chaque fois, comme les Africains modernes. Maintenant, ça change un peu, mais c'est ce qu'ils faisaient, parce qu'il faut en faire beaucoup, parce que beaucoup meurent des maladies, des microbes, des virus et des bactéries et des parasites en tout genre. Donc évidemment, quand ils sont montés au nord, les sapiens étaient beaucoup plus féconds que les néandertaliens qui, eux, se reproduisaient beaucoup plus lentement, même s'ils étaient plus adaptés au climat froid. Donc vous imaginez le choc explosif que ça a fait. Des sapiens qui rencontrent des néandertaliens un peu à la bite molle, puisqu'on ne va pas faire plein d'enfants quand il n'y a pas assez à manger, on vit sur un milieu qui est moins riche, on le maîtrise parfaitement, on vit en espèce d'équilibre avec moins d'individus, et on rencontre des sapiens qui, eux, ont des technologies aussi variées, mais les néandertaliens aussi, échange de technologies sapiens-néandertaliens qui boostent, en fin de compte, leur capacité de survie aux deux, échange génétique qui permet aux Néandertaliens d'attraper un peu de génétique sapiens, et aux sapiens d'attraper un peu de génétique néandertalienne, mais les sapiens se reproduisant bien plus vite, c'est eux qui vont à ce moment-là faire eux-mêmes la sélection des bons gènes néandertaliens qui sont pris en eux. Les néandertaliens sont moins nombreux, ils vont se faire bouffer, intégrer dans les sapiens, et progressivement vont disparaître, et il ne restera des néandertaliens que leurs bonnes adaptations au climat froid, aux pathogènes du Nord, qui vont permettre une explosion démographique des sapiens sans avoir la casse génétique qu'ont eu les ancêtres des néandertaliens. C'est pour ça qu'on a hérité, maintenant on le sait, on disait oui, après non, maintenant on revient, oui, on a hérité en partie de la peau blanche des néandertaliens, nos cheveux en partie hérités de néandertaliens, notre angoisse de l'avenir en partie
hérité de néandertaliens. La dépression, c'est une angoisse de l'avenir qui nous détruit, mais qui nous permet d'accumuler même quand il fait beau, pour passer l'hiver. Alors ça touche aussi les Asiatiques. Et on a hérité tout ça de Néandertal, plus les adaptations à certains pathogènes respiratoires qui se développent à la fin du printemps quand l'immunité est basse parce qu'on n'a pas assez bouffé. Donc on a hérité de pas mal de choses de néandertaliens, 2 à 3%, 4%, 5, 6, ça varie, entre 1 et 5%, on va dire, de gènes, mais qui ont permis à l'humanité sapiens de survivre et d'absorber les quelques milliers, dizaines de milliers de néandertaliens sur quelques dizaines de milliers d'années, avec des montées permanentes de sapiens qui venaient grossir, la bande des sapiens déjà arrivée en Europe et qui s'était déjà métissée à Néandertal, et tout le monde s'est refilé les bons gènes de Néandertal, même quand Néandertal a disparu. C'est là où est la victoire de Néandertal. Il y a plus de kilos de gènes de Néandertal maintenant dans toute l'humanité qu'il y en avait à l'époque de Néandertal, même si Néandertal a disparu. En vérité, il est en nous, on l'a tout simplement absorbé, nous les Européens, pas vous les Africains qui me regardez, qui avez évolué de votre côté et qui ont donné les sapiens du monde entier. Et d'ailleurs, les Néandertaliens venaient d'Afrique aussi. La savane, c'est là le berceau de l'humanité. Donc c'est intéressant de comprendre tout ça. Et puis le Néandertal, il faisait moins d'enfants. On voit bien qu'il y a un désert génétique. On appelle ça, on s'aperçoit qu'on a hérité de pas mal de gènes néandertaliens qui sont diffusés dans l'humanité. Mais par contre, au niveau des gènes, au niveau du génome, la partie sexuelle, les parties sexuelles qui codent pour nos organes génitaux et tout le reste, il n'y a rien de Néandertal. Pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient pas faits, ils n'étaient pas performants là-dedans. Ils étaient faits pour avoir justement une sexualité relativement ralentie, on va dire mou de la bite et pas baiser tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'il fallait survivre dans un milieu pauvre où on ne pouvait pas exploser démographiquement comme ça, et il fallait se maintenir. Si on explose démographiquement, on meurt tous parce qu'il n'y a pas assez à manger, on se gêne les uns les autres. Donc c'est très particulier, alors qu'en Afrique, justement, il faut faire plein d'enfants pour qu'il en reste un peu, à cause des pathogènes, parce qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup à bouffer, donc beaucoup de microbes aussi. Et on est remonté, et les sapiens sont remontés avec ça. Donc une suprématie sexuelle des sapiens sur les néandertaliens, qui les ont éradiqués. On retrouve un peu un phénomène comme ça actuellement en Europe occidentale, au Japon, en Corée, partout, avec une baisse générale de la fécondité, qui va être heureusement largement compensée par une montée d'Africains à la sexualité vigoureuse qui viendront relancer tous ces wokistes qui se ligaturent les trompes ou se ligaturent les cordons spermatiques, ou qui refusent de faire des enfants pour ne pas augmenter le bilan carbone et sauver la planète, ou qui veulent continuer à jouir de la vie n'étant pas se reproduire, mais jouir. Ils finiront par disparaître et être remplacés, mais il restera bien sûr des kilos de gènes européens dans tous les métis qui resteront en Europe occidentale, et qui porteront en eux la gloire de l'Occident et en même temps la vigueur de l'Afrique. Voilà. Mais bon, si les Européens veulent plus se reproduire, qu'ils se fassent remplacer, il n'y a aucun problème. C'est l'humanité et la nature détestent le vide. Et si tu ne fais pas d'enfants, d'autres en feront à ta place. Et si tu veux devenir le néandertalien moderne, deviens-le, c'est pas grave. L'important, c'est que des petits bébés, tout noirs, tout blonds ou tout métissés, viennent au monde pour continuer à vivre et à s'émerveiller de ce monde qui nous accueille et dont nous sommes quelque part la conscience, et que l'amour perdure par nos unions fertiles entre néandertaliens et sapiens, union fertile entre sapiens du Sud et sapiens du Nord. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre mes frères et sœurs, et surtout faites des bébés, que vous soyez blancs, noirs, métis, jaunes ou verts. Je vous aime.